Souleymane Niang. La troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar doit examiner aujourd'hui la demande de liberté provisoire pour l'activiste Abdou Karim Gueye dit Xurum Xaq. L'activiste a été condamné à 3 mois ferme après une sortie virulente pour réclamer la réouverture des mosquées jusqu'au moment où nous entrions en studio. L'audience n'avait pas encore démarré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place, Amadou Sabarba. Justice toujours avec la grève du syndicat des travailleurs de la justice. Depuis 3 semaines maintenant, le mouvement est bien suivi à Sédhiou, au grand dam des usagers. En effet, la grève du Sud-Just paralyse le tribunal. Max Euclide Kamfani. Comme partout ailleurs, cette grève du Sud-Just est bien suivie à Sédhiou. Comme vous l'avez bien constaté, le mouvement est très bien suivi ici à Sédhiou. On ne sait pas le service minimum. C'est la grève totale. Un arrêt total de fonctionnement du tribunal indisposant les populations de la région qui, pour autant, avaient commencé à souffler depuis l'installation du TGI. Ces dernières ne se cassent plus la tête pour un quelconque document établi par le tribunal, mais avec cette grève, ces habitants de Sédhiou semblent revivre la même situation qu'avant. Souleymane Biaye ne cesse de faire des 100 pas dans ce haut lieu pour un casier judiciaire. Juste, on est là au tribunal de Sédhiou pour vraiment chercher nos papiers, fournir quelques dossiers. Mais bon, aujourd'hui, on est là juste pour vraiment rencontrer nos autorités. Mais juste, malheureusement, ils sont en grève. Vu la situation, franchement, nous souffrons en silence. Une situation regrettable, affirme Maître Ousmane Diong, représentant des travailleurs du tribunal de Sédhiou, mais face au silence de la tutelle, ils sont obligés de suivre le mot d'ordre. Nous avons constaté quand même, moi personnellement, à chaque fois les gens m'appellent pour me demander quand est-ce que la grève va finir et tout ça. Je sais que ils sont fatigués et nous sommes même peinés. Mais bon, nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. On ne demande pas grand-chose. C'est un protocole, d'accord, on demande la mise en œuvre, c'est tout. Comme vous l'avez constaté, depuis le début, le ministère de la Justice n'a pas réagi. Bon, ils n'ont pas voulu engager des négociations avec le Sud-Just. Ce qui nous a poussé à nous radicaliser. Pourquoi on est prêt à aller jusqu'au bout. Ces membres du Sud-Just affichent ainsi leur détermination à aller jusqu'à satisfaction de leurs doléances aux grandes dames de la population qui commencent à se lasser de ce dysfonctionnement. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Parlons maintenant de cette marche prévue le 17 juillet prochain par Arli Nubok, Nyolank et Doyne. De nombreuses revendications à l'ordre du jour de cette manifestation. Les détails avec Guy Marius Sagna, interrogé tout à l'heure par El Haj Ndiogoudjen. Arli Nubok, Nyolank et Doyne ont décidé de mutualiser leurs forces pour apporter une solution à différents problèmes qui se posent à différents concitoyens, que ce soit les travailleurs de PCCI courant après 14 mois d'arriérés de salaire, les travailleurs de ABS, 49 mois d'arriérés de salaire, que ce soit les problèmes fonciers de Guéréo, Kinyabour, Balabougou, Anguénienne, Ariendo Bosseya, que ce soit en fait celui des étudiants victimes de AFIP Canada. Nous avons également constaté que dans la dernière période, il y a beaucoup de problèmes fonciers et beaucoup de problèmes liés à un problème d'eau au niveau du Sénégal. Et nous avons estimé qu'il fallait lancer un appel à toutes les organisations, tous les collectifs en fait qui sont au Sénégal et qui ont des problèmes fonciers, qui ont des problèmes d'eau et divers autres problèmes liés au social, etc. Pour imposer un rapport de force au président Macky Sall pour qu'il écoute la voix de ces populations, pour qu'il écoute le peuple, mais surtout pour qu'il trouve des solutions aux problèmes de démolition de maisons de Gadaï et autres. Et nous avons introduit une lettre d'information sur la table du préfet. Il s'agit d'un rassemblement suivi d'une marche. Le vendredi 17 juillet, à partir de 15h, de la place de l'Obélisque à la RTS. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. L'affaire fait grand bruit. Le transfert de 6 gazelles oryx de la réserve de faune du Ferlo Nord vers la réserve privée du ministre de l'Environnement et du Développement durable, c'est illégal selon des spécialistes qui déplorent un conflit d'intérêts. L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy demande à l'Assemblée nationale de se saisir du dossier. Youssouf Bodian.
La gazelle oryx est une espèce protégée parce que menacée de disparition. 8 individus avaient été introduits au Sénégal en 2003, mais à ce jour, aucune disposition de la loi sénégalaise ne prévoit le transfert d'animaux protégés d'une réserve publique, selon l'environnementaliste Cheikh Dieng. Le code de la chasse, il date de 1986, même si dans la pratique, nous avons observé donc, ce type de transfert pour la réserve de Fatala, pour la réserve de Mboula ou pour le ranch de Bango. Mais il faut dire que ces structures-là sont des structures professionnelles qui ne sont pas du même acabit qu'un ranch privé. En cas de transfert de ces animaux protégés, il y a un protocole prévu par les conventions internationales. Cheikh Omar Sy, ancien secrétaire général du réseau des parlementaires pour l'environnement au Sénégal. Au niveau international, ce transfert-là se fait de manière très suivie aussi pour veiller à ce que ces animaux-là ne soient pas déjà stressés dans le cadre de ce transfert-là. Que les réserves où elles vont être transférées s'adaptent à leur environnement pour s'assurer qu'elles n'ont pas d'effet psychologique dans le transfert, pour se retrouver dans une faune qui s'adapte à leur environnement, surtout et de reproduction, et qu'il y ait un suivi strict une fois arrivé pour ça avec une équipe. Je ne pense pas que dans le cas d'espèce, ce soit le cas. Au-delà de l'aspect illégal, il y a conflit d'intérêts selon Cheikh Omar Sy et Cheikh Dieng. En tant que le ministre de l'Environnement, donc qui est le supérieur hiérarchique de la direction des parcs nationaux, que lui, agissant en tant que privé, qu'il puisse signer une convention avec un service de l'État qui est sous sa tutelle administrative. Cela est inacceptable dans une république. Comment un ministre qui est chargé de veiller sur les animaux se retrouve lui-même en train de prendre des animaux en voie de disparition pour les mettre dans sa propre réserve à lui. Ça, c'est une question fondamentale qui doit éclairer, mais aussi que l'Assemblée nationale doit se pencher dessus parce que c'est extrêmement grave que ces genres de choses-là aillent. Le Code de la chasse et de la protection de la faune, à son article 32, interdit la détention des animaux protégés vivants ou leurs dépouilles. Il prévoit une peine de prison 2 mois à 1 an, une amende de 120 000 à 1 200 000, sauf si le concerné dispose d'une autorisation, sauf que pour ce cas, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui donne l'autorisation au privé, Abdou Karim Sall. À 12h et presque 10 minutes, venons-en maintenant à la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Avant le point du jour, parlons d'abord de ce mouvement d'humeur du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice, Chersek et ses camarades qui ont décidé de ne pas faire de prélèvement à compter d'aujourd'hui pour dénoncer le manque de considération dont ils se disent victimes. Les détails avec vous, Salimata Aou. Le cadre unitaire avait décidé d'arrêter les prélèvements dans le cadre du diagnostic de la Covid. Un mot d'ordre pas totalement suivi, selon nos sources. Pour le coordonnateur du cadre, ils sont libres de choisir d'autres personnes pour faire les tests Chersek. Mais qui a suivi le mot d'ordre et qui n'a pas suivi le mot d'ordre? Nous avons parlé et nous avons été très clairs. Il y a des gens qui ont été préparés et formés, et ce sont des diplômés qui font ce travail dans les structures. Après, on vous donnera la situation statistique de l'ensemble des prélèvements que ces personnes ont eu à faire durant les années. Maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des grèves, on essaie de se substituer à d'autres personnes. Vous savez, dans les structures, il y a des étudiants qui sont là-bas, ce qu'on appelle les doctorants. Il y en a d'autres. Ils peuvent les prendre pour faire les prélèvements phase avec l'ensemble. On a fait la situation même à l'intérieur du pays et le mot d'ordre a été largement suivi sur ce point précis. Maintenant, ils sont libres. On ne dit pas que les gens ne vont pas faire de prélèvements. On peut prendre n'importe qui pour lui demander de faire les prélèvements. Ça, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, pour les biologistes, ils ont largement suivi le mot d'ordre et nous continuerons à le faire. Un mot d'ordre de boycott de 48 heures. Un bilan sera fait pour voir ensemble la démarche à suivre. Maintenant, c'est pour 48 heures. Après les 48 heures de boycott, nous allons évaluer. Si réellement ils pensent que ça ne suffit pas, peut-être nous allons augmenter la dose. Peut-être c'est la dose qui n'est pas suffisante. Peut-être on fera d'autres actions. Pourquoi pas beaucoup plus que par rapport à l'arrêt des prélèvements pour ces mêmes personnes. Ça, on le fera. Le cadre unitaire des syndicats de la santé dénonce, dit-il, l'absence de volonté de la part du gouvernement à régler définitivement les problèmes des travailleurs de la santé. À présent, les chiffres du jour avec le docteur Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 788 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, 23 cas issus de la transmission communautaire répartis entre
Guédiawaye 3, Rufisque 3, Keur Massar 2, Liberté 5 2, Parcelles Assainies 2, Derklé 1, Grand Médine 1, HLM Grand Yoff 1, Liberté 4 1, Derklé 1, Grand Médine 1, HLM Grand Yoff 1, Liberté 4 1, Mbao 1, Mékhé 1, Point E 1, Popenguine 1, Sangalkam 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 74 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 7 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 7657 cas ont été déclarés positifs, dont 5097 guéris, 141 décédés et donc 2418 sous traitement. Un mot à présent sur le programme de résilience économique et sociale et particulièrement sur les fonds accordés au monde du transport. À Saint-Louis, des transporteurs membres de la fédération régionale exigent la transparence dans la distribution des fonds de la force Covid-19 pour le secteur. Ils estiment que la répartition doit se référer à la commission régionale pour éviter un déséquilibre dans la distribution. Le président régional des transporteurs d'Ibindiaï a mis en garde les autorités pour une juste répartition. Mohamed Nabissila. Fortement impacté par la pandémie du coronavirus, le regroupement des transporteurs de la région de Saint-Louis réunis autour du président Baye Dibindiaï demande la transparence dans la distribution des fonds force Covid-19. Selon le patriarche, aucune fausse note ne sera acceptée. En tant que président du regroupement des transporteurs et propriétaires de véhicules, nous nous sommes réunis avec l'administration qui nous a signifié qu'il y a 6 personnes qui sont dans la commission et les transporteurs sont les véritables bénéficiaires. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que ce soit réparti dans les règles de l'art. C'est ce que veut le président Macky Sall, c'est ce que veut le ministre des Transports. En tout cas, je mets en garde toute personne qui ne saurait respecter les règles édictées dans la répartition de ces fonds. Aujourd'hui, les procédures de répartition sont en cours avec la forte surveillance des services de l'administration qui ne sauraient tolérer aucun égarement à ce sujet. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Ce mercredi 8 juillet, jour de conseil des ministres, une réunion qui se tient en visioconférence. Comme vous le savez, le président de la République s'était mis en quarantaine il y a 2 semaines après qu'il avait été en contact avec une personne qui s'était révélée positive au Covid-19. Justement, la 14e du président Macky Sall prend fin aujourd'hui. Pour être plus précis. Le parti au pouvoir n'en finit pas encore avec Moustapha Cissé Lo, exclu hier de l'APR. Il chercherait à lui faire perdre aussi son mandat de député à l'Assemblée nationale, selon un député de l'opposition. Un juriste pose le principe de rétroactivité qui ne s'appliquerait pas dans ce cas de figure. Cherti Yandian, dossier. L'idée fait suite à l'exclusion de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'APR. La majorité présidentielle à laquelle il appartenait veut aussi le démettre de son poste de député à l'Assemblée nationale. Mais cela passe par une modification de la loi organique de l'hémicycle. Invité à RFM Matin, Malick Gueye du Grand Parti avance que ce serait une pure violation de la loi. Quand j'ai entendu le président du groupe parlementaire, parce qu'il y a une situation de polémique au niveau de l'APR, parler de réforme de règlement intérieur, j'ai ri. Je me suis dit, mais attends, c'est pas parce que Moustapha Cissé Lo a insulté quelqu'un qu'on doit activer la commission de réforme du règlement intérieur pour mettre un seul article sur le projet de réforme, pour dire maintenant qu'un député qui est exclu de son parti, parce que c'était l'article c'était le député qui démissionne. Ils ne peuvent pas exclure. Maintenant, ils veulent mettre que le député qui est exclu de son parti, dans un contexte où les partis au Sénégal ne sont pas démocratiques, perd son mandat. Donc voilà, c'est ça, un député qui est exclu de son parti perd son mandat. Donc, s'ils veulent intégrer ça dans le nouveau projet de règlement intérieur, moi, je quitterai simplement cette commission de réforme du règlement intérieur. Vous allez démissionner? Non, bien sûr, je vais démissionner. Pabiram Touré, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, plaide pour la perte de son poste de député pour tout élu exclu de son parti au nom duquel il a bénéficié de son mandat. Pour lui, c'est une question de logique. Si on parle de logique, c'est une réflexion qu'il faut mener
Parce que l'esprit était que, effectivement, si on se démarque de la vision programmatique ou la vision politique ou la vision de son parti ou de sa formation politique, donc normalement on devrait se démarquer avec tous les mandats ou toutes les prérogatives ou en tout cas toutes les formes de collaboration qui existent entre vous et cette entité-là. Même s'il arrivait que la loi soit adoptée par l'Assemblée nationale, elle ne sera pas rétroactive et elle constituerait un précédent dangereux, selon le juriste Pape Mamoursi. Seul un député ayant démissionné effectivement de son parti peut perdre son mandat. Maintenant, si la majorité présidentielle envisage de changer les règles du jeu de ce point de vue-là, maintenant se posera le principe de la non-rétroactivité de cette disposition nouvelle. Donc je ne vois pas, moi, à mon niveau, comment cette disposition nouvelle pourra s'appliquer à une situation qui lui est antérieure. L'affaire Moustapha Cissé Lo, renvoyé de l'APR, est à l'origine de ce projet de loi que voudraient faire passer à l'Assemblée nationale ses ex-frères de parti et collègues. Mais jusque-là, tout député exclu de son parti ne perd pas son poste, à moins que l'élu du peuple ne décide de son propre gré de renoncer à son poste de député. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détidiop. Rebonjour Souleymane. Au Mali, d'abord, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, maintient sa manifestation de vendredi. L'opposition exige à nouveau la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta alors que cette revendication ne figurait plus dans sa plateforme et n'était plus dans le mémorandum. Nous avons joint à Bamako Mohamed Salia Touré, membre du comité stratégique du M5. La manifestation du M5 prévue le vendredi 10 juillet est maintenue. Pourquoi? Parce qu'après la sortie du 19, qui était notre deuxième sortie, nous avons soumis, après beaucoup d'interventions de la communauté internationale et d'autres personnalités, et puis l'imam Mahmoud Diko lui-même, qui est l'autorité morale du M5, et nous avons accepté de faire une concession, à savoir abandonner le point sur la démission du président de la République contre un certain nombre de propositions qui sont contenues dans un document qu'on a appelé le mémorandum. C'est 8 points en quelque sorte. Et dont le premier point demandait la dissolution de l'Assemblée nationale, la mise en place d'un organe législatif, donc une constituante, la gestion de la Cour constitutionnelle et puis la mise en place d'un gouvernement avec un premier ministre nommé de façon consensuelle. Voilà entre autres les points qui sont contenus dans le mémorandum qui a été transmis au président de la République à travers l'autorité morale du M5, donc à travers Mahmoud Diko. À l'issue de cette transmission, le président a reçu l'ensemble du comité stratégique du mouvement M5 c'était le dimanche dernier. Et nous attendons à ce que le président nous fasse des propositions concrètes qui feraient bouger les lignes. Donc au cours de cette audience, aucune proposition n'a été faite par le président. Une simple offre a été faite de sa part, constituer un gouvernement d'union nationale et nous a renvoyé à aller discuter avec sa majorité. Donc le comité stratégique du M5 a estimé que le président n'a pas encore pris la mesure de la situation et donc a décidé de maintenir son mot d'ordre de sortie et revenir à son premier mot d'ordre qui était de demander la démission du président et de son régime. Donc le rassemblement de vendredi est bel et bien maintenu. Hier, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le collectif des candidats contestataires des résultats des législatives, mais eux préfèrent le titre de député élu et spolié par la Cour constitutionnelle. La rencontre n'a pas débouché sur des solutions concrètes malgré les propositions du président malien. Au Burkina Faso, Human Rights Watch dénonce les exécutions extrajudiciaires de 180 personnes. Selon l'ONG, elles ont été tuées ces derniers mois à Djibo, dans le nord du pays. Human Rights Watch affirme que ces exécutions extrajudiciaires impliquent des forces armées burkinabées. Des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes au cours des derniers mois. L'Organisation de défense des droits humains demande l'ouverture d'enquêtes impartiales. En réaction, le gouvernement s'est engagé à ouvrir une enquête expliquant tout de même que ces exécutions avaient pu être commises par les groupes djihadistes en utilisant des uniformes et moyens logistiques de l'armée volés lors d'attaques selon Human Rights Watch. Nous restons au Burkina Faso où 10 personnes, dont 6 militaires et un élu local, ont été tués lundi dans une embuscade dans le nord. C'est ce qu'affirme un bilan communiqué hier par le ministère de l'administration territoriale. Au Maroc, les mosquées seront rouvertes au grand public à partir du 15 juillet. Mais c'est sous réserve de certaines conditions, sauf pour la prière
prière du vendredi, port du masque, distanciation, interdiction de regroupement après la prière. Les autorités marocaines ne veulent prendre aucun risque. La correspondance de Khadim Baye. La décision fait suite à une consultation auprès des autorités sanitaires et administratives. Elle tient donc compte de la situation épidémiologique locale et les conditions de contrôle sanitaire qui seront gérées par les commissions locales à l'entrée des mosquées. Si pour l'heure, les 5 prières quotidiennes sont autorisées en public, à partir du 15 de ce mois, celle de chaque vendredi qui mobilise des foules immenses, notamment dans les grandes villes, elle reste pour l'heure interdite jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement, qui visiblement ne subit aucune pression de la part des musulmans, ne veut prendre aucun risque inutile, alors que le bilan de ce mardi faisait état de 14 607 contaminations dans le royaume. Dès lors, les prières seront encadrées. Le ministère des Affaires islamiques insiste sur la nécessité pour les fidèles de respecter les mesures préventives, en l'occurrence le port des masques et le respect de la distanciation de près de 1,5 mètres entre les personnes. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. En Éthiopie, pour terminer, le bilan des violences de la semaine dernière est très lourd. Au moins 239 morts selon la police d'Addis Abeba, qui avait indiqué auparavant que 10 personnes avaient trouvé la mort dans la capitale. Des manifestations et des heurts communautaires avaient éclaté la semaine dernière, cela après le meurtre d'un chanteur populaire appartenant à l'ethnie Oromo. Merci Georges Détié Diop, il est 12h23. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodetiam. Suite de la 34e journée de la première ligue, West Ham fera face à Burnley, Sheffield va accueillir Wolverhampton, Liverpool de Sadio Mané sera en déplacement pour affronter Brighton, Manchester City va recevoir Newcastle. Justement pour cette rencontre, Manchester City doit encore assurer sa 2e place, mais l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, se tient comme responsable de certains points perdus par son équipe cette saison. Toujours en Angleterre, reconnu coupable de violence après s'être battu avec un supporter après la défaite de Tottenham en 8e de finale de la Cup contre Norwich. Eric Dier, qui a admis une conduite inappropriée, a écopé ce mercredi d'une suspension de 4 matchs. La fédération anglaise lui a aussi infligé une amende d'environ 44 000 €. En Espagne, c'est la suite de la 35e journée aujourd'hui avec Getafe qui va accueillir Villarreal, Betis Séville face à Osasuna et FC Barcelone face à Espanyol Barcelone. Une occasion pour Lionel Messi et ses coéquipiers de s'approcher du leader, le Real Madrid, qui doit jouer contre Alves vendredi prochain. Antoine Griezmann, très critiqué ces dernières semaines par la presse espagnole pour ses prestations, la direction catalane a assuré à son attaquant international qu'elle comptait sur lui la saison prochaine. Et puis hier, malgré le match nul de son équipe contre Celta Vigo, Diego Simeone a rappelé le cap à tenir pour l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Le chemin à suivre est de se maintenir parmi les qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En Italie, c'est la suite de la 31e journée aujourd'hui avec Genoa face à Naples de Kalidou Koulibaly, Fiorentina qui va accueillir Cagliari, Atalanta Bergame face à Sampdoria Gênes, AS Rome face à Parme, Bologne Sassuolo et Torino face à Brescia. En France, Nice a acté le départ de Malansar hier mardi en fin de contrat. Le défenseur formé au club après avoir annoncé fin avril qu'il ne va pas prolonger son contrat avec Nice, Malansar a officiellement quitté le club hier. Ligue des Champions, le Final 8 organisé à Lisbonne devrait se dérouler sans spectateurs. Il en ira de même pour les 8e de finale retour dont Juventus-Lyon, prévu le 7 ou le 8 août, qui devra bien se jouer à Turin. Mais pour ce match retour, comme pour les 3 autres 8e de finale où une seule manche a été disputée, l'UEFA doit annoncer demain jeudi son choix définitif entre 2 options. Programmer ces matchs retour sur le terrain des équipes qui reçoivent, comme c'est la règle en Coupe d'Europe, ou les faire jouer au Portugal sur terrain neutre quelques jours avant le Final 8 prévu à Lisbonne entre le 12 et le 23 août prochain. Et puis nous terminons avec du basketball NBA. En cas de propagation significative du coronavirus chez les joueurs, la saison de la NBA qui doit reprendre le 30 juillet prochain dans la bulle de Disney World serait à nouveau menacée. C'est Adam Silver, le patron de la ligue, qui l'a affirmé en personne lors d'une conférence virtuelle.
Merci Soda Thiam. Accueillons maintenant Binta Diallo pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronews. Le Sénégal ne cesse de compter ses morts. À chaque jour suffit sa peine. 4 nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 141 morts. Une pandémie qui continue également ses ravages aux États-Unis, où le bilan quotidien dépasse les 60 000 cas testés positifs. Au Brésil, deuxième pays le plus touché, où son président a été testé positif au coronavirus, Bolsonaro continue à minimiser malgré tout la gravité de la situation dans son pays. En Chine, où le virus est apparu en décembre dernier, les cas positifs sont enregistrés quasi quotidiennement. 300 cas au total depuis la mi-juin, particulièrement dans la capitale Pékin. Ailleurs, en Europe, la Covid-19 fait l'actualité sanitaire. En Espagne, une hausse des contaminations a poussé les autorités à reconfiner plus de 200 000 personnes. Les écoles vont rouvrir au mois de septembre prochain. En Italie, la vigilance est toujours de mise depuis la découverte de plusieurs foyers épidémiques dans une totale crainte d'une deuxième vague d'infection. En Angleterre, selon le Bureau national de statistique, le nombre de décès est plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé. Selon l'OMS, le bilan global de morts a dépassé les 50 000. Près de 400 nouveaux cas signalés en 24 heures en Allemagne. Pendant ce temps, le confinement se poursuit au Portugal, où les autorités luttent contre un regain de l'épidémie. La Belgique poursuit sa 4e phase de déconfinement. Ailleurs, sur le continent, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché. La nation arc-en-ciel a franchi le cap des 100 000 cas testés positifs. Au Maroc, la ville de Safi a été reconfinée. Cette ville du sud du royaume chérifien est devenue un foyer de contamination. L'Afrique est à plus de 11 000 morts, selon le bureau régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Iran fait face à une accélération de la maladie depuis le mois de mai. La Russie également très touchée, notamment la capitale Moscou. La Corée du Sud ne sait plus où donner de la tête. Le Pérou entame son déconfinement malgré une situation très inquiétante. En Inde et au Chili, l'épidémie s'accélère. En Égypte, le nombre de cas augmente, tout comme en Suède. Le Japon enregistre près de 1000 décès en seulement 24 heures. L'Algérie poursuit son déconfinement dans un contexte d'augmentation des cas de Covid-19. Le virus SARS-CoV-2 a fait son entrée dans 137 pays dans le monde et a tué près de 600 000 personnes. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 8 juillet, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Sénélec-Akile, ça se complique. D'ailleurs, l'observateur affirme sans embâche que la bataille judiciaire entre les deux est inévitable. Selon mon confrère, qui fait le point sur l'état de ce qu'il appelle le New Deal, le différend lié au contrat décennal estimé à 187 milliards de francs CFA est signé en février 2019 entre les deux pour l'installation d'environ 1 400 000 compteurs dits intelligents dans tout le pays ne se résoudra pas, semble-t-il, à l'amiable. La tension étant toujours vive et à l'état actuel des choses, souligne l'observateur, le dossier reste écartelé entre deux pistes, une renégociation du contrat sous forme de transaction ou sa résiliation pure et simple. Akile avait reçu le soutien de l'homme d'affaires Babacar Ngom à travers une motion qui avait été désavouée par le conseil d'administration du club des investisseurs sénégalais dont il est le président. Après cet épisode, Babacar Ngom est dans une polémique foncière, l'affaire des terres des paysans de Ndengeler, comme l'indique le quotidien Le Quotidien. Le journal, dans sa livraison du jour, fait plus ample connaissance avec l'homme d'affaires fondateur de la Sedima. À 63 ans aujourd'hui, Babacar Ngom, qui mène une carrière tranquille depuis plus de 40 ans, est aujourd'hui au cœur de plusieurs controverses. Son portrait à la page 5 du journal Le Quotidien. Pendant ce temps, Source A s'arrête sur le terrain de son entreprise KFC sur la Corniche Ouest. Le terrain fait l'objet d'une brouille entre Abindour, Atepa et la famille de Babacar Ngom. Mais ce que l'on ne savait pas, et Source A nous l'apprend, est que le terrain appartient à l'ex-ministre des Sports Daouda Faye Vava. Selon le journal, il avait acheté le site il y a de cela 40 ans. Il y a habité durant 25 ans avant de le louer à Shell pendant 15 ans. Une autre polémique, celle-là qui implique le ministre de l'Environnement. L'histoire des gazelles destinées à la ferme Sahel. Libération apprend que les 6 gazelles Oryx de la réserve de Katané étaient bel et bien destinées à la ferme qui appartient au ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall, qui soutient qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Pourtant, les
des parcs nationaux, qui sont sous la tutelle de son ministère, ont signé une convention avec le gérant. 2 gazelles sont mortes lors du transport après d'horribles fractures. En politique, l'affaire Moustapha Cissé Lo. Vox Populi affirme que la descente aux enfers continue pour El Pistolero. Et pour cause, après son exclusion de l'APR, le député est chassé des rangs de Benno Bokk Yakaar. Il n'est plus membre du groupe parlementaire de la majorité. Le maire de Meouane, Bara Ndiaye, commente cette actualité dans les Échos. Selon le journal, il est totalement en phase avec la décision de la commission de discipline de l'APR d'exclure Cissé Lo. Le directeur général de la Maison de la Presse ajoute que ceux qui ont des agendas cachés et qui font preuve d'une déloyauté sans commune mesure méritent tout autant que Cissé Lo d'être sanctionnés. Et sur la plainte annoncée de Aminata Touré, Bara Ndiaye confie au journal Les Échos qu'il n'a rien reçu jusque-là. La présidente du Conseil économique, social et environnemental, justement, elle donne son avis dans l'As sur le débat autour du déboulonnement de la statue de Faidherbe. Pour Aminata Touré, la statue de Faidherbe doit être remplacée par celle de la reine du Waalo, Ndaté-Yala. À la une de Sud Quotidien, réciprocité, Dakar tient tête à Bruxelles. Sud indique que la décision du Sénégal d'appliquer la réciprocité aux ressortissants de l'Union européenne, qui avait pris elle-même l'option de ne pas ouvrir ses frontières aériennes aux Sénégalais, a fait l'objet d'une rencontre entre les deux parties qui ont convenu de se retrouver vendredi pour harmoniser les positions au profit de tous. Mais déjà, le Soleil nous apprend que l'on va vers une solution concertée. Le Soleil qui, sous un autre aspect, propose à ses lecteurs un large dossier sur la stigmatisation des personnes qui ont contracté le coronavirus. Les guéris, les cas contacts et les personnes mises en quarantaine. Selon le Soleil, le coronavirus a créé un vide autour d'eux. La relation de confiance entre les ménages s'est muée en rapport de méfiance. Aujourd'hui, toutes ces victimes de la stigmatisation vivent ce que les sociologues nomment une mort sociale. Stigmatisation, la double peine des malades de Covid-19, c'est aux pages 6 et 7 du journal Le Soleil. Dans Enquête, un criminologue et un psychologue analysent la recrudescence des agressions, la recrudescence de l'insécurité après la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Un sentiment d'insécurité s'est installé dans plusieurs zones comme l'avenue Bourguiba, le rond-point Jet-d'eau, Liberté 6, HLM considéré comme l'axe du mal. Le criminologue Khalignan relève qu'il y a rattrapage du temps perdu des acteurs de l'industrie du crime et la police est déjà fatiguée par l'état d'urgence et les délinquants le savent très bien. Quant à la psychologue Ndeye Khairatia, elle souligne que remettre en liberté des délinquants qui ont eu des peines sèches sans une prise en charge psychologique qui leur permet de réfléchir à leurs actes peut augmenter le nombre de délinquants dans les rues. Sport, pour terminer, à la une de Record, Mercato, le Real toujours à l'affût. Pourquoi Zidane veut Sadio Mané? Selon le journal Record, les mises en garde, réprimandes et autres avertissements de Jürgen Klopp n'y feront rien changer. Zinedine Zidane et le Real seraient toujours à l'affût pour recruter l'attaquant international sénégalais de Liverpool. À la première page du quotidien Stade, Liga derby contre l'Espagnol. Le Barça doit gagner à tout prix. À 4 points du Real, les Catalans, selon le journal Stade, n'ont plus de joker. À vos kiosques et bonne lecture. Georges Déthié Diop, retour à l'actualité. Nous l'apprenons à l'instant. La 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar vient de statuer donc sur la demande des avocats d'Abdou Karim Gueye alias Khouroum Khaq pour donc leur demande de liberté provisoire qui a été donc accordée. Donc l'information, c'est que la Cour d'appel de Dakar a donc accordé la liberté provisoire à l'activiste Abdou Karim Gueye alias Khouroum Khaq. L'affaire était plaidée ce matin devant la 3e chambre correctionnelle de la dite Cour d'appel de Dakar. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à Point de vue, notre rendez-vous quotidien avec nos 2 invités du jour sur un thème d'actualité. Point de vue aujourd'hui donc sur la situation des prisons sénégalaises dans un contexte de Covid-19. Comment améliorer les conditions de détention? Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Ibrahima Sall, président de l'ASRED, l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus sénégalais. M. Sall, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec monsieur l'inspecteur Mbaye Sarr, inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar. Bonjour inspecteur. Bonjour. Alors d'abord, vous, inspecteur Mbaye Sarr, il y a quelques jours, il y avait des remous
dans certains lieux de détention du Sénégal, en particulier au camp pénal de Dakar, où il y a eu un mouvement d'humeur, des refus de s'alimenter, des accusations, etc. Où en est-on aujourd'hui? On sait que hier, le directeur de l'administration pénitentiaire s'y est rendu avec le juge d'application des peines. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation dans ce lieu de détention en particulier et plus généralement dans les lieux de détention du Sénégal? Merci beaucoup. Je voudrais saluer mon vis-à-vis, mon co-débatteur, M. Ibrahima Sall de l'ASRED. Pour revenir à la situation du camp pénal de Liberté 6, que j'ai l'honneur aujourd'hui de recommander puisque je suis l'inspecteur régional de la région pénitentiaire de Dakar. Je dois dire qu'il y a eu un incident effectivement la semaine dernière, mais qui est aujourd'hui dépassé. Et pas plus tard qu'hier, comme vous venez de le rappeler, le camp pénal de Liberté 6 a reçu la visite du colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, accompagné par le juge de l'application des peines, le président Dembélé. Ils ont effectué une visite, ils ont rencontré tous les détenus sans exception. Ils ont discuté à bâton rompu. Et je dois dire que la totalité des préoccupations des détenus a tourné autour du traitement des dossiers judiciaires. C'est les longues détentions. Pour le camp pénal, ce n'est pas le cas, mais les détenus de façon globale, quand ils parlent de longues détentions, ils parlent un peu des mesures d'aménagement de peine qui les concernent particulièrement. Ils parlent de libération conditionnelle, de réduction de peine, entre autres. Et ce qui est à souligner et qui est à mon sens très important, c'est la promesse faite, séance tenante par le président Dembélé de prendre à bras le corps cette préoccupation. Et il a promis, pour la deuxième quinzaine de ce mois, d'organiser 2 séances qui vont concerner le traitement des dossiers d'aménagement de peine. Donc aujourd'hui, très sincèrement, au camp pénal de Liberté 6, la vie carcérale se déroule normalement et sans aucune restriction. Alors, parmi les dossiers qu'ils avaient évoqués à l'appui de leurs revendications, il y avait celui de Abdou Karim Gueye Xurum Xax. Vous l'avez entendu à l'instant, la Cour d'appel de Dakar vient de lui accorder la liberté provisoire. Est-ce que, justement, ça ne va pas réveiller un peu ces revendications, puisque voilà, c'est ce que demandent la plupart des pensionnaires du camp pénal, c'est un traitement équitable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de traitement particulier, mais que tous les pensionnaires puissent avoir accès aux mêmes avantages auxquels certains ont accès. Et ils ont cité Xurum Xax parmi ces dossiers-là. Bon, vous savez, pour les détenus, moi j'ai l'habitude de leur dire que chacun a son propre dossier. Et la justice aussi traite les dossiers en fonction des particularités. Le dossier de Xurum Xax est géré par des magistrats qui font leur travail, que moi je ne les apprends rien du tout. Les magistrats font le travail en toute responsabilité. Donc moi, je ne peux pas me prononcer sur le déroulement de ce dossier-là. Ce qui est important, les détenus, ils l'ont compris, c'est qu'ils sont condamnés, notamment pour le camp pénal, et ils ont le droit de demander des mesures qui s'offrent à eux. Et ces mesures-là, c'est des mesures d'aménagement de peine. Alors, vraiment, le traitement judiciaire du dossier de Karim Xurum Xax relève de la justice. Géré par la justice. Absolument. Est géré par la justice. Et j'estime que les magistrats qui le gèrent en toute responsabilité et selon leur intime conviction. Je reviendrai à vous tout à l'heure sur le contexte de Covid-19 dans les lieux de détention et la question des grâces. Mais avant cela, je voudrais introduire Ibrahima Sall, le président de l'ASRED, l'Association pour le soutien et la réinsertion des détenus sénégalais. Monsieur Sall, est-ce que vous confirmez le retour au calme au camp pénal et quels sont les retours que vous avez des autres lieux de détention qui avaient également connu des remous, notamment à Thiès et Diourbel? Oui, tout à fait. Mais permettez-moi avant tout d'adresser mes remerciements aux pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal et à leurs familles pour la confiance et l'intérêt qu'ils portent à leur association, mais également aux autorités de l'administration pénitentiaire, en l'occurrence son directeur général, le colonel Jean-Bertrand Bokandé, pour les importantes mesures prises pour épargner les détenus de cette pandémie, mais également à mon cher ami, l'inspecteur Mbaye Sall, qui est l'IRAP de Dakar. Effectivement, nous confirmons que le calme est revenu à la prison du camp pénal. Certes, il y avait des mouvements d'humeur, il y avait des affrontements entre les agents
et les détenus. Mais le président Dembélé s'est rendu hier à la prison du Camp pénal avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Et je rappelle que nous sommes en relation directe avec les pensionnaires des établissements pénitentiaires. Comme l'a dit tout à l'heure Baïsar, il y a des revendications légitimes, comme les mesures d'aménagement des peines qui relatives à l'aménagement des peines. Je parle du décret 362 qui parle des libérations conditionnelles, de la grâce présidentielle, des travaux d'intérêt général, libération sous caution. Donc, et bientôt le port du bracelet électronique pour certaines infractions. Tout à fait. Le port du bracelet électronique constitue aujourd'hui une solution pour désengorger les prisons. Je rappelle aujourd'hui que l'administration pénitentiaire a deux problèmes majeurs. La première d'abord, c'est le surpeuplement carcéral. Deux, c'est les situations de longue détention. Vous allez à la prison de Rebeuss, il y a des détenus qui sont là-bas depuis 5 ans qui attendent toujours d'être jugés. Mais sur la surpopulation carcérale, on a quand même libéré quelques 3000 détenus qui étaient éligibles, bien naturellement, à ces libérations, soit anticipées ou à ces libérations provisoires. Il n'y a plus que 9000 prisonniers actuellement dans les lieux de détention au lieu de 12 000. Ça, c'est une très bonne chose, car la grâce... Des chiffres qui nous ont été donnés par l'administration pénitentiaire ce matin. Et ce que je confirme en tant que président de l'ASRED, nous sommes en phase avec l'administration pénitentiaire, car aujourd'hui, l'ASRED privilège une nouvelle démarche dans sa lutte pour la défense des pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal. Lorsque nous sommes saisis de faits par rapport au traitement des détenus, nous nous rapprochons d'abord de l'administration pénitentiaire pour régler le problème, ou du ministère de la Justice. Effectivement, je confirme ces chiffres. Le pourquoi je dis la grâce constitue une solution pour désengorger les prisons. Et je m'en profite de cette belle occasion pour remercier son Excellence le Président de la République. Vous savez que la grâce, c'est du prérogative du chef de l'État à son article 47 qui donne au Président de la République le pouvoir de grâcer qui il veut. Et encore une fois, je m'en profite de cette occasion pour demander plus. Nous demandons une grâce de 3 000... Mais justement, parlons de cette grâce. C'est une question problématique. Vous l'avez entendu récemment, il y a un détenu qui a bénéficié de la grâce présidentielle et qui est cité. Je dis bien cité, donc auteur présumé d'un assassinat. Dès sa sortie il était condamné déjà pour assassinat ou pour meurtre. Comment cette personne a pu sortir de prison au point d'être impliquée à nouveau dans une autre affaire de meurtre. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, cette personne aurait été arrêtée par les forces de sécurité. Est-ce que cette question n'est pas à examiner un peu de plus près, éviter de gracier des gens qui vont récidiver, puisque vous êtes, pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus sénégalais? Oui, je connais personnellement ce détenu. Déjà, c'est un très grand basketteur. Et il travaillait à la boulangerie de la réinsertion sociale à la prison du Camp pénal, ce que vous pouvez vous-même vérifier. Donc, c'est la société sénégalaise qui a aujourd'hui de sérieux problèmes avec les anciens détenus. Et ce volet de la réinsertion sociale, aujourd'hui, cause de sérieux problèmes, car elle n'a jamais été prise en compte par les autorités étatiques de ce pays. Et l'administration pénitentiaire a de sérieux problèmes pour réussir le volet de la réinsertion sociale. Parce que mais ce n'est pas le rôle de l'administration pénitentiaire de gérer la réinsertion sociale, c'est à des organisations comme la vôtre, bien naturellement. Vous me permettez, l'administration pénitentiaire, je rappelle, a deux missions. La première, d'abord, c'est d'assurer la sécurité des pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal. Sa deuxième mission, c'est le volet de la réinsertion. La préparation de la réinsertion, mais dès lors que le détenu est sorti. Autant pour moi, mais l'administration pénitentiaire ne peut pas suivre le détenu après sa libération. Évidemment. Jusqu'à sa maison. Je parle de ce sens-là. C'est là où se trouve le problème. Il y a l'estigmatisation, il y a le rejet de la société, il y a toujours le regard de la société qui pèse sur l'individu. Les anciens détenus ont d'énormes difficultés à réintégrer la société. Ibrahima Sall, pardonnez-moi, écoutons l'inspecteur Mbaye Sarr sur cette question des grâces et de la réinsertion. Les grâces d'abord. Inspecteur, ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'affaire des grâces. Il y a eu le fameux dossier de Ouri Diallo qui a bénéficié d'une grâce et on a parlé de connexion, de complicité, etc. Quel est le rôle de l'administration pénitentiaire dans
le choix, la sélection des bénéficiaires de ces grâces, comment ça se passe et à partir de maintenant, comment ça va se passer au regard et en tirant les leçons de ce qui s'est passé précédemment? Alors, pour la question des grâces, ce qu'il faut retenir, je pense que Ibrahim Sall l'a bien rappelé, c'est que la grâce est une prérogative constitutionnelle du président de la République. Alors, maintenant, dans la partie, comment ça se passe? Il y a des grâces individuelles que les détenus ont le droit d'adresser directement les requêtes au président et nous traitons et nous acheminons à qui de droit qui, après, le président peut faire prendre des grâces individuelles. Maintenant, il y a des grâces aussi pour vraiment qu'on prend pendant les fêtes de Tabaski, de Korité, de fêtes de fin d'année. Et ces grâces-là ont pour but, par rapport à la politique criminelle, de désengorger les prisons. Les grâces, ce qui est important, c'est deux conditions. La première, c'est vraiment, il faut que le détenu soit définitivement condamné. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est aucune infraction n'est exclue sur le texte. Le texte n'exclut aucune infraction. Mais par rapport à la politique criminelle du moment, on peut dire qu'il est exclu de gracier telle et telle personne. Pour le cas concrètement que vous traitez, mais cette personne-là, l'administration pénitentiaire a pris toutes les mesures le concernant parce qu'il a été employé à la blancherie de la réinsertion où il servait. Il a exécuté sur 8 ans, il a exécuté 6 ans et plus. Et maintenant, il a été légalement gracié par le président de la République. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement aussi de la grâce, la stigmatisation des détenus, Ibrahim Sall vient de dire, mais c'est ressenti par les détenus, mais négativement. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais au Campanal hier, mais les détenus nous demandent de transmettre cette information-là. C'est que tout le monde n'est pas pareil. Nous, au moment de proposer quelqu'un à la grâce, on s'entoure des garanties. Ces garanties-là, c'est d'abord les garanties légales, c'est par rapport à la peine, c'est par rapport la condamnation définitive. À la condamnation qui est définitive. Et deuxièmement, c'est par rapport au gage d'amendement et de bonne conduite qu'il montre en milieu carcéral. Maintenant, ce qu'il fait à l'extérieur, mais c'est sa responsabilité. Et là aussi, j'interpelle la société. Il faut que la société joue sa partition dans le domaine de la réinsertion sociale du détenu. Aujourd'hui, les détenus sont stigmatisés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Aujourd'hui, au lendemain de chaque grâce, il est dit, à tort ou à raison, que la délinquance, il y a une recrudescence de la délinquance. Mais qu'est-ce qui dit que ce sont les détenus qui ont été graciés? Il n'y a aucune statistique pour dire que cette personne-là a été graciée. Exceptionnellement, on le dit, mais ce n'est pas toujours vérifié. Donc je pense aussi il faut que la société prenne cette question-là à bras le corps, étudie les causes de la délinquance et propose des solutions idoines. D'autant plus que chacun d'entre nous peut se retrouver un jour entre quatre murs, quelle qu'en soit la raison. Mais bien sûr, moi je pense qu'aujourd'hui la question des prisons doit, au-delà des pouvoirs publics, qui je le rappelle font des efforts extraordinaires. Je pense qu'aujourd'hui, la moyenne africaine aujourd'hui de la prise en charge journalière des détenus n'est pas à 300. Et au Sénégal, nous sommes à 1152. Donc les pouvoirs publics font des efforts extrêmement importants pour prendre en charge les droits des détenus. Maintenant, c'est à la société civile, à la société de façon globale, l'opinion publique nationale, mais de venir accompagner l'administration pénitentiaire, j'allais dire l'État, dans sa politique d'exécution des peines, qui, il faut le dire, est une question aussi de sécurité. Parce que si la mission de réinsertion n'est pas réussie, mais on va se retrouver avec une récidive et ça va être un cercle vicieux. Il entre aujourd'hui, il sort demain, il revient après-demain. Une question éminemment sécuritaire et sociale. J'aurais retenu cela de votre intervention. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé. Je regrette de devoir mettre fin à ce point de vue maintenant. En tout cas, merci à tous les deux, Ibrahim Sall et inspecteur Mbaye Sarr, d'avoir pris part à ce débat. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter dans d'excellentes conditions. Prochain rendez-vous avec l'actualité 13h, le journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. D'ici là, excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Tout de suite, Allo Présidence. Très bon après-midi chez vous. Au revoir.